Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et avec Michel Elchaninov, philosophe et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. C'est en effet une sorte d'émission thématique d'actualité que nous allons faire aujourd'hui avec Michel Elchaninov, mais je vous en dirai un peu plus après que je vous aurai rappelé que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Que faire ?» Il est ainsi chapeauté. En envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine a provoqué la naissance d'une opinion publique européenne soudée. C'est pour lui un revers cruel, à l'égal de l'enlisement durant les premières semaines du conflit de ces colonnes de blindés sur la route qui conduit à Kiev. À ce stade, l'armée russe a perdu un quart de ses chars et plus de 7000 soldats. En face, la résistance impressionnante des Ukrainiens s'est organisée et tente de contenir la puissance d'une des premières armées du monde. À leur côté, les Européens sont passés de la sidération à l'action. Il s'agit d'un moment rare. Un élan de solidarité s'est spontanément formé que ce numéro du 1 décrit et analyse. Dans le cadre de nos badass, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier le second des 2 entretiens avec Maryvonne de Saint-Pulgent, présidente de la Fondation des Treilles, une thébaïde étonnante sortie de la volonté et du goût d'Anne Gruner-Schlumberger et vouée à accueillir aussi bien photographes que mathématiciens, musiciens que biologistes, peintres qu'essayistes. Enfin, les inscriptions pour notre émission en public de dimanche prochain, du 3 avril, sont ouvertes sur notre site. Je vous l'ai donc dit, c'est une émission thématique d'actualité que nous vous proposons aujourd'hui en recevant Michel Elchaninov. Michel Elchaninov qui, en 2015, a écrit « Dans la tête de Vladimir Poutine » en s'appuyant pour détailler les inspirateurs de l'idéologie du chef du Kremlin sur les lectures du président russe. L'ouvrage paraît aujourd'hui dans une version augmentée et mise à jour. Et Michel Elchaninov, vous êtes spécialiste de Dostoïevski, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine et vous avez vécu en Russie au début des années 1990. Vous avez eu l'idée féconde de vous pencher sur les ouvrages que l'administration présidentielle distribua en 2014 en guise de cadeau de Nouvel An aux hauts fonctionnaires, gouverneurs de région, cadres du parti Russie Unie, etc. Il s'agissait d'ouvrages de philosophie de penseurs russes du 19e et du 20e siècle, dans lequel figurent notamment des formules sur le rôle du guide de la nation dans une démocratie authentique, sur l'importance d'être conservateur, sur le souci d'ancrer la morale dans la religion, la mission historique du peuple russe face à l'hostilité millénaire de l'Occident, etc. Si Poutine n'est pas un intellectuel, il cite volontiers Lao Tse et considère que le judo qu'il pratique est la véritable philosophie. Se présentant comme un libéral, lors de son premier mandat de 2000 à 2004, il aborde le deuxième de 2004 à 2008 dans une attitude plus crispée. Le troisième, commencé en 2012 après la parenthèse Medvedev, a débuté sous le signe de la revanche contre les manifestations opposées à son retour au pouvoir et contre l'Occident. Puis le président russe a pris un tournant conservateur et impérialiste avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation de l'Ukraine dans le Donbass. De plus en plus nettement, Poutine incarne la revanche de ceux qui n'ont pas supporté la chute de l'Union soviétique et sa métamorphose en démocratie. Le président russe veut également laisser sa marque dans l'histoire. Poutine ne lit pas les journaux, ne consulte pas Internet, il s'informe à partir des fiches qu'on lui transmet ou des dossiers rouges que ses collaborateurs déposent sur son bureau.
Ceux qui lui fournissent les informations dont il a besoin pour agir sont d'abord ses amis et alliés proches du clan des Silovikis, issus pour la plupart de l'armée, de la police ou des services de renseignement, et souvent, comme lui, originaires de Saint-Pétersbourg. De ces rencontres, récits, lectures, visions partagées, se dégage une doctrine complexe qui s'étage en plusieurs plans. À partir d'un héritage soviétique assumé et d'un libéralisme fin, le premier plan est une vision conservatrice. Le deuxième est une théorie de la voie russe, qui réactive notamment le mythe du peuple uni contre l'agresseur étranger. Le troisième consiste en un rêve impérial, inspiré des penseurs eurasistes, une doctrine née dans les années 1920, postulant que le destin de la Russie est de se développer vers l'Est. Le tout sous le signe d'une doctrine, d'une philosophie à prétention scientifique. Parmi les obsessions de Poutine figure celle de ne pas tolérer, à côté de la Russie, un État qui a proclamé son indépendance et regarde vers l'Europe. Et nous voyons aujourd'hui ce qu'il en est. Michel Elchanilov, pour amorcer cette conversation, est-ce qu'on peut faire une sorte de galerie de portraits de ceux, je ne dirais pas qui influencent Poutine, mais sur les conseils, les avis et les expertises de qui Poutine s'appuie? Vous voulez dire, bonjour, les vivants ou les morts? Écoute, c'est une excellente question. Je voulais dire les vivants et les morts, puisque les morts sont le point de départ de votre, non pas de votre premier livre, mais de la première édition, première version de votre livre. Commençons par les vivants, d'ailleurs. Oui, en fait, effectivement, Vladimir Poutine, il cite depuis le milieu des années 2000 des philosophes, des penseurs, pas forcément d'ailleurs très célèbres dans l'histoire de la philosophie russe, mais qui l'inspirent. Alors, je vous donne un exemple d'un vivant qui a parlé à Poutine d'un mort. C'est le cinéaste Nikita Mikhalkov, très célèbre, Les yeux noirs, Soleil trompeur, qui est devenu une sorte de propagandiste de la Russie pré-révolutionnaire après la chute du communisme, et qui a sans doute passé à Vladimir Poutine un livre qui est devenu son livre de chevet. Il l'a réaffirmé il y a quelques mois encore à la réunion du club Valdai. Alors c'est un livre qui est pas, là encore, un grand ouvrage majeur de la philosophie russe. Il s'appelle Nos missions. Nos missions, il n'est pas traduit en français d'ailleurs à ma connaissance, d'un philosophe donc né en Russie, ensuite chassé de Russie au début des années 20 par le pouvoir bolchevique, et qui est devenu un peu un porte-voix des Russes blancs les plus anti-soviétiques, les plus anti-bolcheviques. Il s'appelle Ivan Ilyin. Et ce philosophe-là, Vladimir Poutine, le cite véritablement régulièrement, souvent. Pourquoi ? Parce que en lisant ce livre Nos missions, qui est un recueil d'articles sur ce que pourrait être une Russie enfin débarrassée du communisme, il y a un portrait en creux du rôle que devrait jouer Vladimir Poutine. Et il est évident, en lisant ce livre, que Vladimir Poutine s'y est reconnu. Il a reconnu d'abord une certaine conception de la démocratie, une démocratie qui n'est pas formelle, à l'occidental, fondée sur le droit, mais une démocratie d'acclamation. Et donc dirigée, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe Meyer, par un guide qui a le temps pour lui. Donc, il ne s'agit pas d'alternance régulière, il s'agit de quelqu'un qui va disposer d'un temps suffisant pour véritablement écrire une nouvelle page de l'histoire de son pays. Et donc, il va entraîner son pays vers un avenir glorieux. Et en l'occurrence, cet avenir glorieux se dessine, et ça c'est encore très présent chez Ilyin, contre l'Occident. C'est-à-dire que la chute de l'Union soviétique, Ilyin l'imagine de la manière suivante. La Russie va se trouver donc débarrassée de son empire, vouée à une démocratie fragile, et les pays occidentaux vont tenter de démembrer la Russie. Donc ils vont allumer des divisions et des guerres civiles, notamment dans le Caucase, et ils vont tenter de s'emparer, j'utilise le vocabulaire de cet Ivan Ilyin, de l'Ukraine par exemple. Et donc il y a plusieurs pages dans ce livre sur l'Ukraine où il est dit que l'Ukraine est d'une importance vitale pour une Russie qui retrouverait sa grandeur passée, et que donc l'Ukraine ne peut pas être en prise, entre guillemets, par l'Occident. Donc Vladimir Poutine, en fait, il est inspiré, par exemple, par cet Ivan Ilyin. Il suit à la fois sa conception de la démocratie, qui est bien peu démocratique et qui se fonde véritablement sur l'image d'un guide, mais aussi sur une vision géostratégique dans laquelle la Russie est toujours isolée. Toujours, comme l'a dit Poutine au moment de l'annexion de la Crimée, toujours repoussée dans un coin. Et ça, c'est un des leitmotifs de la pensée de Vladimir Poutine, et de dire que, en fait, la Russie, le plus grand pays du monde, n'est pas aimé par le reste du monde.
elle est jalousée, et donc que la prétention légitime à l'expansion, au développement, cette prétention est niée par l'Occident. Et donc, le combat que mène la Russie, aujourd'hui en Ukraine par exemple, c'est un combat que Vladimir Poutine appelle existentiel. Il l'a dit lors de un de ses grands discours pour lancer la guerre, « Ils nous en veulent parce que nous existons ». Et donc, au nom de cette menace existentielle, Vladimir Poutine lance la Russie dans une politique de ce qu'il appelle la défense de ses intérêts vitaux. Michaela Wiegel. Oui, la question que nous nous posons beaucoup en France, mais surtout en Allemagne, c'est la question de l'aveuglement des élites. Pourquoi nous n'avons pas vu cette fascination pour un récit anti-occidental. Et dans votre livre, vous citez l'utilisation de Poutine d'un philosophe allemand, Emmanuel Kant, ce qui est assez cocasse parce qu'il a écrit, entre autres, c'est pas son œuvre majeure, mais un petit traité de la paix perpétuelle. Et apparemment, il a flatté notamment l'élite allemande, mais aussi française, en disant que Kant était un peu un philosophe universel. En plus, il vient de Königsberg, de Kaliningrad, qui est aujourd'hui l'enclave russe, qui fait quand même le plus peur, parce qu'il y a ce fameux couloir. Donc, cette utilisation de Kant est très étrange. Est-ce que vous diriez, dans l'aveuglement de nos élites, le fait que Poutine a réellement évolué, c'est-à-dire d'une utilisation des marqueurs en quelque sorte de la philosophie occidentale vers quelque chose de beaucoup plus de rejet de l'Occident est réel? Est-ce qu'on peut dire le Poutine d'il y a 10 ans n'est pas le même qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste une excuse qu'on a trouvée pour s'expliquer cette guerre d'agression qui nous a surpris? Michel Elchenilov. C'est vrai au cours de son premier mandat, Vladimir Poutine, quand il parle aux Occidentaux, et notamment aux Allemands, aux dirigeants allemands, il aime citer Emmanuel Kant, et il dit, et effectivement, il cite le livre très important dont vous parliez, le traité de paix perpétuel, et Poutine dit texto, la guerre n'est pas un moyen pour régler les conflits, et nous sommes la génération qui allons incarner cette nouvelle page de l'histoire. C'est-à-dire qu'il feint de s'inscrire dans la nouvelle Europe et le nouveau monde né de l'effondrement du communisme. C'est-à-dire l'idée que la démocratie va pouvoir s'installer progressivement dans le monde entier grâce à une nouvelle génération de dirigeants. Alors, pourquoi c'est fin? Parce qu'il ne faut jamais oublier que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, à la présidence en 2000, nommé par son prédécesseur Boris Eltsine, à la faveur de la guerre en Tchétchénie, qu'il a lancée. Donc une guerre au cours de laquelle il a rasé Grozny, la capitale de la Tchétchénie, une guerre donc au sein de la Fédération de Russie, et qu'il a instrumentalisée pour se montrer en chef viriliste, guerrier, et en exaltant le sentiment nationaliste des Russes. Donc dès le début, dès son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine peut, face aux Occidentaux, citer Emmanuel Kant et en même temps mener une guerre de répression atroce en Tchétchénie. Donc c'est pour ça que son libéralisme politique est fin. N'oublions pas que Vladimir Poutine a été l'adjoint du maire libéral de Saint-Pétersbourg des années 90, Anatoly Sobchak, mais qu'en même temps, Vladimir Poutine organisait des détournements d'aide occidentale majeurs. Donc en fait, il jouait sur deux tableaux. Donc ça, c'est pour dire que l'utilisation de Kant, qui est réelle au début des années 2000, est une manière de vouloir séduire les élites occidentales. Ensuite, la question de fond que vous posez, c'est celle de l'aveuglement des élites. Et c'est vrai que je me la pose aussi, et tout le monde se la pose. Comment n'avons-nous pas vu la dangerosité de Vladimir Poutine? Je crois qu'il y a deux explications. D'abord, nous avons oublié que parfois les idées menaient le monde, que parfois des discours idéologiques au-delà des infrastructures matérielles, avaient leur efficacité, leur rôle à jouer dans l'histoire, et qu'il faut les écouter. Il faut écouter cette idéologie. Il fallait écouter ce désir de revanche de la part de Poutine, cette humiliation qu'il avait sentie au moment des bombardements de Belgrade en 1999. Non pas écouter pour, être conciliateur avec lui, mais pour comprendre son état d'esprit. Donc je pense que nous n'avons pas suffisamment prêté attention au discours poutinien tel qu'il s'est développé en fait dès les années 2000. C'est-à-dire ce discours de revanche contre l'Occident, il est arrivé très vite.
Il est arrivé en 2003, 2004, 2005, et donc il existe sous nos yeux depuis longtemps. Et puis enfin, je crois que là où on s'est un peu trompé sur Poutine, c'est que là, tout récemment, quand beaucoup d'Européens n'imaginaient pas que Poutine puisse lancer une guerre destructrice en Ukraine, une guerre aussi massive, c'est que nous l'avons considéré comme un dirigeant utilitariste au même titre que les dirigeants occidentaux. Nous avons considéré que Vladimir Poutine ne pouvait pas aller refuser, par exemple, Nord Stream 2, le gazoduc, que Poutine ne pouvait pas faire le malheur de son propre peuple. Et nous avons oublié que parfois, l'idéologie, la fiction idéologique était beaucoup plus grisante, même pour un dirigeant, que l'examen de ses propres intérêts. Donc je crois que voilà, il y a des raisons, mais qui restent encore à éclaircir, de notre aveuglement collectif, en tout cas en Europe, sur la menace que représente Vladimir Poutine. Jean-Luc Bourlange. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites sur l'utilisation instrumentale du kantisme. C'est intéressant. Évidemment, Kant, on ne peut pas imaginer démarche plus opposée, démarche philosophique plus opposée à celle de Vladimir Poutine que la philosophie de Kant, qui est un rationalisme moral extrêmement structuré. Mais moi, je me rappelle parce que je l'ai lu, j'étais pas né, mais que Hitler avait fait un discours au Reichstag en 35 ou 36, exactement sur le thème que vous avez évoqué, c'est-à-dire, c'est cité par Durosel dans je ne sais plus quel livre, il explique que la guerre n'a jamais servi à rien. Il dit les nations européennes, au bout de 5 siècles, sont exactement les mêmes que ce qu'elles étaient. Et il s'interroge de façon extrêmement intelligente, d'ailleurs, en disant à quoi sert cet océan de misère, de torture, de violence qui fait que les Pays-Bas sont les Pays-Bas, la France est la France, l'Allemagne. Enfin, tout est pareil. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est une anticipation prodigieuse de ses propres errements. Donc, il y avait... Alors, évidemment, on ne comprend pas Hitler si on ne part pas de l'idée qu'il a calé toute sa politique jusqu'au Sudète compris et jusqu'à l'occupation de Prague non comprise sur le wilsonisme. C'est-à-dire que tous les principes dont il se réclamait, il a feint de croire que c'était du wilsonisme. Donc là, il y a une utilisation tactique de la part de Poutine. Je ne pense pas que ça aille vraiment au-delà, parce que entre Kant et les références idéologiques que vous décrivez dans votre livre, il y a vraiment un abîme. Moi, l'autre jour, Patrick Cohen a fait une démonstration assez brillante, j'ai trouvé, parce qu'on traite toujours les gens de fascistes, et il a dit, là, on y est. Il a pris toutes les définitions classiques du fascisme, et il a dit que ça collait vraiment à Poutine. Et donc, on est en présence, quand on analyse Poutine, on est en présence de 2 systèmes d'analyse. Ce système-là, classique, qui est de dire, quand on voit nos catégories traditionnelles, on a affaire à un dirigeant néo-fasciste extrêmement classique, ou alors l'interprétation, je ne dis pas qu'elle soit contradictoire, l'interprétation enracinée qui est la vôtre, dans une histoire particulière qui est celle de la Russie. Et là, on a l'impression quand même que depuis toujours, la Russie, c'était un combat entre les occidentalistes et les slavophiles, que l'Union soviétique, le stalinisme, le léninisme a introduit un 3e élément, on est slavophile, occidentaliste et léniniste, qui emprunte d'ailleurs aux 2 traditions, et c'est un jeu à 3. Et moi, je voudrais bien comprendre comment s'articule chez Poutine sa référence, par exemple, à Solzhenitsyn. Solzhenitsyn a été à un moment, peut-être pour des raisons tactiques, l'incarnation de la défense des slavophiles et des libéraux contre le système soviétique. Et puis là, on voit bien que ce qu'organise Poutine, c'est une alliance entre la slavophilie et un néo-soviétisme réduit à sa dimension sécuritaire et policière. J'aimerais bien savoir comment vous le situez par rapport à Solzhenitsyn et comment il arrive à reconvertir à des fins de propagande l'héritage de Solzhenitsyn. Michel Elchaninov.
Par rapport au fascisme, la réponse, là encore, je pense, se trouve chez Ivan Ilyin, donc le philosophe dont je vous parlais tout à l'heure, que Poutine lit beaucoup, parce que Ivan Ilyin, en fait, a vécu en Allemagne. Le Parti national-socialiste a essayé de l'enrôler pour créer une sorte de section russe du nazisme, et Ilyin a refusé parce que pour lui, le nazisme était trop anti-religieux. Or, Ivan Ilyin, lui, voulait se fonder sur un christianisme orthodoxe qui ne soit pas mélangé à des éléments néo-païens du type nazi. Et donc, il a déménagé en Suisse à ce moment-là, et il s'est davantage reconnu, Ivan Ilyin, dans Salazar et dans Franco que dans Hitler et Mussolini. C'est-à-dire qu'il voulait créer une forme de démocratie d'enthousiasme fondée sur un guide, fondée sur, et bien sûr, une hostilité à l'Occident, mais aussi sur des racines, enfin sur une référence très forte au C'est christianisme. pas la même chose, le salazarisme et le franquisme. Oui, alors, oui, en plus. alors lui, il hésite un peu. Il parle de Salazar, il parle de Salazar, Franco. mieux pour le... Voilà, plus effectivement. Mais donc voilà, donc il y a l'idée suivant laquelle Vladimir Poutine serait davantage dans une sorte de, entre guillemets, de fascisme chrétien, alors, ou en tout cas disons de salazarisme, effectivement. Alors en ce qui concerne Solzhenitsyn, Vladimir Poutine a beaucoup profité de l'autorité morale de Solzhenitsyn après son retour en Russie et est allé le voir plusieurs fois et a essayé, disons, d'embarquer un peu Solzhenitsyn dans sa défense d'un État fort, avec cette référence à Stolypine, à une Russie pré-révolutionnaire forte qui sache résister aux tentations de faire exploser le pays finalement. Là où il y a quand même un hiatus, à mon avis, entre le poutinisme et Solzhenitsyn, c'est que Solzhenitsyn est pour une démocratie locale. Et pour Solzhenitsyn a toujours, dans sa slavophilie, dans sa fidélité à une image sans doute un peu fantasmée de la Russie paysanne, a toujours insisté sur le fait que le pouvoir politique devait partir d'en bas, devait partir des communautés paysannes. Et ça, Solzhenitsyn, en tant que slavophile, est resté fidèle toujours à cette idée. Et donc, il y a une sorte d'opposition entre l'impérialisme poutinien. Poutine aime Pierre le Grand, non pas tant en tant qu'empereur pro-européen, mais en tant qu'empereur qui incarne l'État. Et Solzhenitsyn, lui, se méfie de l'Empire. Il détestait l'Empire soviétique, évidemment, se méfie de l'impérialisme et fait l'apologie, d'une démocratie d'en bas. Donc, il y a le Mir, tout ça. Voilà, le Mir paysan. Et donc, il y a une volonté de récupérer du Solzhenitsyn par Poutine, mais il y a quand même des points de tension qui persistent. Béatrice Gibelin. Oui, moi, ce qui me frappe beaucoup, et dans aussi ce que vous avez rappelé, c'est la force des représentations, en particulier territoriales, les représentations qu'on appelle géopolitiques. C'est-à-dire que comment la Russie se voit constamment encerclée. C'est effectivement le plus grand pays en superficie, qui n'est pas encerclé. C'est vraiment une représentation, et c'est une représentation très ancienne, et qui est constamment rappelée. Ce qui est assez contradictoire, parce qu'au fond, ce sentiment d'encerclement dénoncé est au fond une traduction d'une forme de faiblesse, de peur. Alors que compte tenu de la taille du pays, compte tenu de ses richesses, ne serait-ce qu'en matière première, compte tenu même de son histoire, de sa culture, cette représentation d'encerclement et donc de menace est assez contradictoire, si vous voulez, avec tout un autre discours qui est un discours extrêmement valorisant. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, on a sous-estimé la mobilisation de certaines idéologies. Bon, le commerce, les échanges ne nous mettent pas à l'abri des guerres. Mais une autre représentation, et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Donc, dans quelle mesure il n'y a pas, au fond, il n'y avait pas une forme de mépris pour l'Ukraine et pour les Ukrainiens? Dans l'histoire même, au fond, l'histoire russe a capté à son profit l'origine même du Grand-Duché russe. Au fond, ça serait l'Ukraine qui pourrait être à l'origine et d'une certaine façon la Russie indirectement. Or, l'histoire a complètement renversé ça. Et ils font avoir une sorte de mépris pour ces Ukrainiens dont on nie toute possibilité de nation et sans penser au phénomène dynamique du rapport à la nation. Ça, c'est complètement ignoré. Et comment il est en train de subir une humiliation terrible
puisque c'est la deuxième armée du monde qui affronte ce qui était considéré, après ce qui s'était passé en Crimée, et même au Donbass en 2014, vraiment comme une piètre nation, depuis, c'est vrai, soutenue et formée, en particulier par les Américains, ce qui a alimenté la représentation, à ce moment-là, de Poutine, d'une vraie menace de l'Occident et de l'OTAN, et qui lui a servi à la limite de prétexte. Et il est, j'allais dire, en ce moment, dans un moment critique qui me semble, de mon point de vue, extrêmement dangereux, parce que la bête blessée peut avoir des réactions extrêmement violentes. Et le reflux aujourd'hui sur certains fronts de l'armée russe montre, d'une part, que cette grande armée, elle n'est peut-être pas aussi performante que ça, qu'il y a mis beaucoup d'argent et qu'il a acheté beaucoup de matériaux, mais est-ce qu'ils savent s'en servir ou pas? Et que quand un pays et quand un peuple est prêt à se défendre pour son existence même, ce qu'il dit toujours sur l'union d'un peuple face à l'agresseur, il en a la démonstration directe aujourd'hui. Michel Janilov. C'est vrai qu'il y a une forme de psychologisation des rapports historiques que reprend à plein Vladimir Poutine. Dans son autobiographie, l'autobiographie autorisée qu'il a fait écrire en 2000, il raconte cet épisode de sa vie qui l'a toujours beaucoup marqué. Il raconte que quand il était gosse, dans son immeuble vétuste de Saint-Pétersbourg, il s'amusait à poursuivre des rats, et qu'un jour, il a poursuivi un énorme rat, et que ce rat était coincé dans un coin de mur. Et qu'à ce moment-là, c'est le rat qui s'est mis à poursuivre le petit Vladimir Poutine. C'est-à-dire que comme il était acculé, c'est le rat qui s'est dit que dans l'impossibilité de faire autrement, dans le désespoir d'être battu, eh bien, c'est lui qui devient l'agresseur. C'est intéressant qu'il s'identifie à un rat, quand même, parce que c'est quand même assez préoccupant. Et il raconte que c'est lui qui s'est enfui. Un gros rat. Et voilà, un énorme rat. Et il raconte la force que peut donner l'humiliation. Et c'est vrai que il a joué à plein sur l'idée d'humiliation par l'Occident et sur le désir de revanche d'une Russie justement mise dans un coin, comme il dit souvent. Excusez-moi, mais comment peut-on parler de revanche de l'Occident quand c'est la Russie elle-même qui fait éclater l'Empire? Bien sûr. Et qui fait éclater l'URSS. Bien sûr. C'est une négation du réel de l'histoire qui est utilisée aujourd'hui, brandie par Vladimir Poutine au nom d'une reconstruction mythologique, d'ailleurs aussi des années 90, et d'ailleurs dont le problème, c'est qu'elle est très populaire aussi en Europe, dans le monde. C'est-à-dire qu'on parle d'extension de l'OTAN au lieu de réfléchir que certains pays, après avoir vécu le traumatisme soviétique, avaient envie de changer d'alliance militaire et de plus être soumis à Moscou. Il y a un très bon article dans le Figaro de vendredi d'Isabelle Lasserre sur le mythe de l'humiliation. Le mythe de l'humiliation, en montrant vraiment très précisément que tout ça est une fable complète. Mais ce qui a joué quand même un rôle important, mais ça, c'est pas l'humiliation, ça a été le Kosovo, ça certainement. Bien sûr. Le Kosovo, ça a été l'Irak, mais l'Irak, faut pas exagérer, ni l'Allemagne ni la France n'ont été solidaires du combat américain sur l'Irak. La Libye. Et la Libye, alors moi j'ai été très frappé, je l'ai dit l'autre jour, j'ai eu un long entretien avec le président Macky Sall au Sénégal il y a quelques jours, et j'ai été très frappé du fait que pour lui, c'est une des explications de la neutralité du vote sur la résolution. C'est une des explications. Je n'ai pas dit que c'était la seule. Il a d'ailleurs joué très franchement dans ses explications. C'était qu'il estimait que l'OTAN, pour les Africains, ça avait été l'opération de Libye et que c'était quand même une véritable catastrophe pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il dit que ça, c'est un des marqueurs. Mais pour les Russes, c'était quand même pas du tout ça. Mais effectivement, ils ont cautionné l'opération libyenne qui a été transformé et défiguré. Mais ça n'a rien à voir avec de l'humiliation. On gagne, on joue, on perd. En revanche, sur l'OTAN, sur tout ça, tout a été fait d'une façon absolument correcte. On a toujours cherché à établir de bonnes relations avec la Russie. Et sur l'Ukraine,
sur l'Ukraine, c'est vrai que là, Vladimir Poutine reprend totalement l'historiographie russe d'empire du 19e siècle. C'est-à-dire l'idée que Kiev est la mère des villes russes, pour reprendre la citation de la vieille chronique, l'idée que la principauté de Kiev est l'origine de l'État russe, ce qui est absolument contestable, ce qui a été retravaillé par les historiens depuis, et l'idée aussi que, effectivement, l'Ukraine est la petite Russie. Malarusse, la petite Russie. Il y a la Russie blanche, la petite Russie et la grande Russie. Donc, effectivement, un sentiment un peu protecteur, au fond très méprisant. De supériorité. De supériorité, bien sûr, qui en fait est une négation de la dynamique de l'histoire. Puisqu'au XXe siècle, les Ukrainiens ayant traversé ces velléités d'indépendance, ces indépendances réelles, et puis évidemment le joug soviétique avec les famines organisées, la répression des dissidents, la répression du nationalisme ukrainien, c'est construit une histoire totalement différente. Et là, c'est intéressant parce que Vladimir Poutine, une fois de plus, plonge dans le fantasme. Il plonge, ces temps-ci, il a deux fantasmes. Il a un fantasme impérial du 19e siècle. Donc la Russie, finalement, fait partie de la Russie, l'Ukraine, pardon, fait partie de la Russie depuis toujours. Et puis l'autre fantasme, c'est la réactivation de la Seconde Guerre mondiale. Et là, dans le premier discours où Vladimir Poutine a admis qu'il y avait des pertes russes, c'est il y a déjà 3 semaines, il a rejoué les récits de guerre soviétiques. Et on croyait entendre des récits de guerre des années 50, 60, qui racontent l'héroïsme d'un jeune soldat originaire du Daghestan, qui, avec ses camarades, a protégé tous ses camarades, s'est fait exploser. Ça s'applique entièrement à l'armée ukrainienne. Voilà. Et il faut inverser la guerre patriotique. Vladimir Poutine inverse totalement en disant que c'est comme ça que les soviétiques combattaient les nazis qui utilisaient des boucliers humains. Donc en fait, les pertes civiles dans l'esprit de Vladimir Poutine, ce sont les otages des nazis ukrainiens. Donc il y a un renversement du réel qui est total. Donc il y a mépris et puis mythologisation de l'histoire, effectivement. Michaëla Wigen. Oui, c'était son dernier discours. Poutine, d'un coup, parle de purification. C'est ce discours où il dit il comprenait ceux qui pouvaient pas se passer du foie gras, des huîtres et de leur villa au bord de la Riviera. Et en fait, cette idée de purification et de nettoyage ethnique, en quelque sorte, est-ce que vous l'avez retrouvé dans les philosophes qui consultent et plus au-delà pour comprendre ce qui se trame avec l'Ukraine, parce que j'ai l'impression qu'on a effectivement, on s'est trop vite arrêté au constat que l'armée russe a des difficultés, mais cette guerre, elle est pas finie. Et malheureusement, il a montré en Tchétchénie qu'il était prêt à tenir 1 an, et c'était une ville beaucoup plus petite, Grozny, et que au total, ce conflit a duré beaucoup plus longtemps et il a fait tenir son armée au prix d'énormes pertes, aussi bien matérielles qu'en hommes. Donc, on n'est pas encore à la fin du récit. Et moi, j'ai l'impression, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'il nous dit à travers cette idée de purification, qu'il est prêt que cette stratégie de faire fuir énormément d'Ukrainiens dans d'autres pays européens, c'est une sorte de purification parce qu'ils chassent ceux qui sont le plus persuadés par les valeurs occidentales et que, en fait, pour soumettre en quelque sorte l'Ukraine, ça fait partie. C'est une espèce de purge qu'il organise et pour partie aussi, on n'en sait pas grand-chose, mais ces prisonniers et ces populations civiles embarqués en Russie contre leur volonté, ça aussi, on a l'impression, on renoue avec effectivement des grandes purges staliniennes. Mais est-ce que c'est dans les écrits qui consultent? Peut-être juste un mot quand même, Grozny, la Tchétchénie, je crois que nous ne savions pas où c'était, je ne suis pas sûr d'ailleurs que nous l'ayons appris depuis, et que c'était plus facile pour Poutine, même s'il a eu à affronter les difficultés que Michaëla vient de rappeler, c'était quand même beaucoup plus facile pour lui de raser ou de mener avec la plus grande brutalité les opérations militaires.
Alors, effectivement, les philosophes dont s'inspire Poutine sont des hegeliens, sont des spécialistes de Hegel. Par exemple, Ivan Ilyin, toujours lui, est un grand spécialiste de Hegel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour eux, un État n'est pas d'abord un système de droit formel, il est d'abord un organisme. Et cet organisme est vivant et obéit à une certaine rationalité historique. C'est vraiment le Hegel. Et là, Vladimir Poutine s'inscrit dans une forme de néo-hégélianisme, dans le sens où pour lui, l'État russe est un corps vivant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un corps vivant ? Un corps vivant, ça a des ennemis à l'extérieur et puis ça peut s'étendre. La fameuse phrase « les frontières respirent », c'est une des phrases clés, un des mantras de l'impérialisme russe. Les frontières respirent finalement. Là où il y a des Russes, il y a l'Empire russe. Et ce que Poutine appelle le monde russe, Rousski Mir, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait des russophones qui soient dans les pays baltes, un quart quand même de la population lettonne, par exemple, ou estonienne, est russophone ou d'origine russe, eh bien, ça lui permet de considérer que l'État russe doit aller partout où il y a des Russes et que les frontières respirent. Ça lui permet aussi, dans ce fameux discours d'il y a 10 jours, de montrer que la société est un corps. Et que cette société doit être unie contre l'adversité, et donc qu'elle doit se purifier, et comme il disait dans ce fameux discours, recracher les moucherons qu'elle aurait avalés par mégarde. Alors je suis allé voir, c'est chez Solzhenitsyn, dans l'archipel du Goulag. Solzhenitsyn cite des articles de Lénine en 1918, qui traitent évidemment tous les ennemis du peuple d'insectes. Qu'est-ce qu'on fait avec les ennemis du peuple ? On les fusille ou on les envoie dans les camps. Des Lénine, évidemment. Des camps de travail. Et donc, il y a un retour à cette idée, léniniste, suivant laquelle il y aurait des ennemis du peuple, une fameuse 5e colonne. Donc il faut, après avoir proclamer la guerre vis-à-vis de l'Occident et de l'Ukraine, il faut proclamer la guerre à l'endroit de ces éléments impurs et étrangers. Donc là, il y a une nouvelle période aussi qui s'ouvre, qui est une période de répression encore plus forte en Russie. Ce discours a donné l'impulsion finalement à cette nouvelle période, qui va être dramatique pour les Russes qui s'opposent à la guerre. Et puis on est toujours dans cette idée, effectivement, hegelienne de l'État comme ayant un destin historique en tant que corps. Et donc il faut se purifier de l'intérieur, il faut se battre à l'extérieur, et vous avez raison, il faut sans doute dévitaliser l'Ukraine. Il faut vider. L'Ukraine était, moi je suis allé beaucoup ces dernières années, l'Ukraine était devenue un pays de jeunes gens qui construisaient une économie. Il y avait énormément d'initiatives privées, il y avait énormément d'entreprises qui se créaient à taille humaine, hein, mais on sentait que les Ukrainiens voulaient construire leur État. Aujourd'hui, Poutine, lui, veut le dévitaliser, et donc effectivement, soit chasser une partie de la population pour qu'elle aille vivre ailleurs, soit amener une partie de la population qu'il considère comme russe en Russie. Et donc, ces fameux convois, alors c'est encore à vérifier, hein, de personnes qui sont évacuées en Russie, quel sort vont-elles subir là-bas ? C'est assez effrayant de le penser. Ça rappelle bien sûr les mouvements de population au moment du stalinisme. On est en train de voir qu'il y a cette idée que la Russie veut ingérer ce petit frère qu'elle considère comme trop indiscipliné qu'est l'Ukraine. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je voudrais revenir à votre propos initial sur le sentiment obsidional de Poutine, qui est assez paradoxal, parce que la Russie, c'est précisément un immense ensemble qui a des frontières très lointaines, très lâches. On comprend très bien ce type de raisonnement chez les Allemands. Parce que les Allemands étaient enserrés entre deux voisins malcommodes et puissants, la France d'un côté et la Russie de l'autre, et il y a eu l'hyper-militarisme prussien qui a été une réaction à cela, et le dilemme allemand ayant été formulé par Kissinger en disant « il faut que l'Allemagne soit assez forte ». L'armée allemande soit assez forte pour battre simultanément l'armée russe et l'armée française, mais pas suffisamment forte pour dominer l'Europe. Alors évidemment, ça colle pas, et donc ça a conduit au désastre qu'on a vu. Mais pour la Russie, c'est absolument injustifié. Et alors je me demande si, en réalité, je crois que vous y faites allusion dans votre livre à un moment, si le véritable empire, les théoriciens de l'empire, disent que ce qui caractérise l'empire, c'est l'absence de frontières.
En réalité, les vrais, pas les empires comme on les appelle, l'empire autrichien, l'empire russe européen, l'empire napoléonien, qui sont des nations gonflées en réalité. Mais le véritable empire, c'est-à-dire l'empire chinois, l'empire romain, l'empire américain, sont des empires qui administrent tout un ensemble de populations. On dit d'ailleurs que l'administrateur vient souvent de la frontière, de la périphérie de l'empire, et donc ce sont des empires qui sont habitués à ne pas avoir de voisins. Et est-ce que le problème de Poutine, c'est pas ça, c'est qu'il voudrait un monde sans voisins, un monde dont le dynamisme soit permanent. Or, c'est ballot. Il y a des voisins. C'est ballot. Il y a des voisins. Alors la Chine, ça va. Il y a la Sibérie, les grands déserts chinois, etc. Mais à l'ouest, et c'est cette insupportabilité de la limite qui est ressentie comme une atteinte profonde à l'identité de son empire et qui développe cette paranoïa. Je viens de découvrir à ma courte honte que je suis d'un poutinisme absolument radical, car il y a longtemps que j'ai écrit que l'ennemi naturel de l'homme, c'est le voisin. Michel Elsevier. C'est surtout le copropriétaire. Alors effectivement, l'idée que la frontière finalement évolue sans cesse, c'est l'histoire russe. C'est l'histoire russe depuis le royaume de Moscovie, qui 15e, 16e, 17e, qui s'étend peu à peu. Alors, ça devient aussi un problème quand la Sibérie est immense, juste à côté d'un pays ultra peuplé, ultra dynamique qu'est la Chine, et ça crée une autre crainte, qui n'est pas celle des voisins réels, mais qui est une crainte, je dirais, là encore, philosophique et idéologique, c'est celle de l'influence. Et là, Vladimir Poutine, par exemple, qui n'a rien à craindre de l'Occident, en fait, met en scène une pollution de l'esprit russe, original, différent, spécifique, par l'esprit nihiliste occidental. Et c'est là qu'il a eu besoin, alors là il l'a surtout fait depuis les années 2010, effectivement depuis son tournant conservateur de 2013, de montrer que la Russie, en fait, est, si j'ose dire, enfumée par l'influence occidentale, c'est-à-dire, pour Vladimir Poutine, la théorie du genre, le wokisme, qu'il a encore étrillé il y a quelques mois, le mariage homosexuel, l'ouverture à tout vent, le libéralisme politique. Et ça, ce sont des chevaux de bataille de Poutine depuis des années, de dire qu'en fait, que même s'il n'y a pas de crainte réelle et concrète sur le territoire russe, c'est l'âme, c'est l'esprit des Russes qui va être pollué par cette grande disneylandisation du monde qu'est l'Occident. Et donc, ça fait des années qu'en fait, il situe le péril pas forcément aux frontières réelles, mais aux frontières spirituelles de son pays. Et donc, il va dire, par exemple, l'Europe est profondément décadente parce qu'elle a oublié ses racines chrétiennes. Et donc, il va répéter que l'Europe ne sait pas s'organiser, ne sait pas se défendre, sait très mal intégrer l'islam, contrairement à la Russie, parce qu'elle a oublié ses racines religieuses. Ce sont des discours qui portent. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une idéologie à l'export qu'a créé Poutine depuis les années 2010. Son but, c'est aussi de créer des personnes qui pensent comme lui partout dans le monde, et notamment en Europe. Tous ceux qui sont mécontents, tous ceux qui aimeraient que ça se passe autrement, eh bien, voient parfois en Poutine quelqu'un qui dit les choses de manière claire. Donc, il y a l'idée que la Russie doit se défendre contre l'influence occidentale, en tout cas. Moi, je voudrais revenir sur le thème de la frontière. Il a fait une déclaration, Poutine, c'était en novembre 2016, à la Société russe de géographie. Et ça m'avait marqué. Il a déclaré que les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on est clairement, effectivement, dans cette représentation-là. Et qui est donc tout à fait préoccupante. Ce qui m'interroge aussi, quand même, c'est cette alliance avec la Chine.
Vous venez un petit peu de l'évoquer. Alors, c'est vrai que c'est un voisin puissant, mais ce qui est juste dans la continuité territoriale, c'est vrai que c'est des zones très faiblement peuplées en Chine et des zones très faiblement peuplées en Sibérie. Donc, là où il y a du monde, c'est à l'ouest en Russie, et là où il y a du monde en Chine, c'est à l'est. Donc, on est quand même très, très loin. Même si ce qui se passe du côté du fleuve Amour avec l'installation d'un certain nombre de Chinois en Sibérie peut peut-être poser un certain nombre de questions. Mais cette préoccupation justement d'empire, de préserver une âme russe, comme vous venez de le dire, qui a peur d'être polluée par un Occident décadent. Il n'y a pas d'inquiétude de devenir un jour vassal de la Chine, parce que ils sont 130 millions d'habitants, ils sont 1,350 milliard de l'autre côté, sans doute à terme la première puissance mondiale, et à terme pas si lointain que ça. Qu'est-ce qui va... Enfin, c'est complètement contradictoire, même si pour l'instant, Xi Jinping et Poutine poursuivent le même projet, qui est de montrer qu'il existe un autre modèle que le modèle universaliste occidental. Alors oui, c'est vrai que c'est paradoxal parce que l'idée d'un tournant vers l'Asie, c'est un mot d'ordre qui existe depuis les années 2000 en Russie, qui a été posé par Poutine dès son arrivée au pouvoir. Il faut nous tourner vers l'Asie parce que nous sommes un continent eurasiatique et nous sommes destinés à nous tourner vers l'endroit le plus dynamique économiquement du monde, qui est aujourd'hui l'Extrême-Orient. Donc, nous avons vocation à y aller. Donc, il y a cette alliance avec Xi Jinping qui s'est exprimée pendant les Jeux Olympiques, l'idée de construire un monde post-occidental. Et en même temps, chez les élites russes, il y a une peur terrible de l'influence chinoise. C'est-à-dire qu'effectivement, autour du fleuve Amour en Sibérie, il y a énormément de Chinois qui s'installent, qui se marient avec des Russes, qui construisent des entreprises avec le dynamisme qu'on leur connaît. Et dans la population russe et parmi les élites russes, il y a cette idée que le calcul de se tourner vers la Chine pour construire un monde post-occidental est lourd de menaces de vassalisation de la Russie elle-même. Donc, c'est plein de tensions. Et pour terminer sur l'idée que la Russie n'a pas de frontières, depuis, là encore, des années, Vladimir Poutine construit la possibilité d'étendre ses frontières dans la défense de populations qui feraient, disons, naturellement partie de son empire, c'est-à-dire les russophones, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a encore dit qu'il y avait un génocide dans le Donbass pour intervenir. Il pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait un génocide des russophones des pays baltes pour lancer une opération de déstabilisation. Il y a aussi le monde orthodoxe, sur lequel il s'appuie quand même beaucoup, et la Serbie, etc. Donc l'idée que pardon, la Bosnie. Voilà. La partie serbe de la Bosnie. L'éclatement de la Bosnie. Voilà, l'idée que Moscou pourrait être le protecteur des orthodoxes qui seraient persécutés dans le monde. Et puis aussi, Vladimir Poutine a construit quand même une idéologie eurasiatique dans lequel disons qu'il insiste non seulement sur la russité, mais aussi sur la symphonie des peuples que construit la Russie. C'est-à-dire que Vladimir Poutine insiste beaucoup sur le fait qu'en Russie, il n'y a pas que des Russes ethniques, qu'il y a des Tatars, des Mongols, des Juifs, des Daguestanais qui sont eux-mêmes 40 peuples, etc. Et il insiste beaucoup sur cette idée de symphonie des peuples pour dire qu'il n'est pas nationaliste ethnique déjà, ce qui est important, pour dire qu'il est un vrai impérialiste, parce que justement, il intègre aussi d'autres peuples. Et donc, avec toutes les touches de ce clavier, Vladimir Poutine, finalement, s'est donné le moyen de jouer l'empire où il veut, quand il veut. Et donc, on ne sait pas quelles sont les prochaines étapes, ni s'il y en aura, mais il peut jouer la touche, par exemple, de la défense des russophones au Kazakhstan. Enfin, c'est classique, hein, réunir la Grande Serbie, c'était réunir tous les Serbes dans un même ensemble. Voilà, ce discours-là, hein, le pan-germanisme, c'était réunir tous les Allemands. Là, non, c'est différent, c'est multinational. Oui, c'est des russophones. C'est quand même ils jouent toutes les cartes en même temps, d'une certaine façon. Je m'inquiète de cette protection par
le régime de Poutine de l'Église orthodoxe, parce qu'il y a une Église orthodoxe dans un département qui m'est cher, l'Aveyron, à Sylvanès, donc je ne tiens pas spécialement à ce que nous soyons poutinisés, mais je voudrais poser une question. On parle depuis tout à l'heure de Poutine comme de quelqu'un dont on découvre tout à coup qu'il maîtrise absolument tout ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il maîtrise tout ce qu'il fait, ou est-ce que c'est une course, une espèce de fuite en avant, parce que l'économie ne marche pas, parce que le pays vieillit, parce qu'une partie de l'élite fiche le camp, à peine est-elle formée? Est-ce que c'est quelque chose qui est réactif, ou est-ce que c'est quelque chose qui est maîtrisé? Alors c'est effectivement très difficile à dire. Si on se reporte à son propre agenda présidentiel, il a été réélu en 2018. Il se donne le moyen aujourd'hui, après avoir fait modifier la Constitution, de rester jusqu'en 2036, donc sans interruption. Et en 2018, c'était assez paradoxal comme période. Je la raconte justement un peu dans le dernier chapitre là, de mon livre. Vladimir Poutine considère que la Russie a annexé la Crimée, elle a montré au monde qu'elle pouvait intervenir en Syrie, elle a recouvré sa fierté en quelque sorte. Et donc, il promet en 2018 une Russie pour le peuple. Il fait une campagne électorale avec deux annonces. Une annonce qui regardait un peu avec un certain scepticisme en disant que la Russie maintenant a des armes absolument invincibles. Maintenant on voit qu'elles sont utilisées. Mais bon, et puis l'autre annonce, la plus importante, c'est Vladimir Poutine qui dit désormais, je vais m'occuper de vous les Russes. Vous êtes beaucoup serré la ceinture pour retrouver justement votre fierté bafouée par l'Occident. Maintenant, on va construire des routes, des hôpitaux, on va soigner l'éducation. Et 2018, donc il est réélu évidemment très facilement, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que la corruption continue de faire des ravages, l'éducation est sous-financée, la médecine est sous-financée, les infrastructures souffrent. Bref, la Russie reste un pays qui, à part des grandes villes très dynamiques, souffre quand même beaucoup de pauvreté et d'appauvrissement, et souffre d'un manque de soutien de l'État, tout simplement parce que l'argent est détourné ou utilisé à des fins militaires. Donc, on sent... Et j'ai senti, en écoutant Poutine, une forme de désarroi. C'est-à-dire que la question que je me posais tout le temps à partir de 2018, c'est « Mais pourquoi est-ce qu'il ne se relance pas ?» C'est-à-dire que Poutine est habitué à l'exaltation populaire et voire à l'exaltation dans le monde entier, parce qu'il a construit une politique d'influence très solide. Et après 2018, on a senti un moment un peu de flottement. Alors il a fait modifier la Constitution, puis ensuite il a arrêté Alexeï Navalny qui est revenu de Russie. Rien de glorieux. Et pendant le Covid, je crois qu'il a tout de même soigneusement préparé le plan de ce qui se passe aujourd'hui. Je m'explique. Dès le printemps de l'année dernière, il commence à amasser des troupes à la frontière ukrainienne. Et il y a une rencontre Biden-Poutine parce que tout le monde s'inquiète. Et les Ukrainiens s'inquiètent beaucoup. En juin-juillet 2021, il publie à nouveau un article qui proclame l'unité des peuples russes et ukrainiens. Sous-entendu, les Ukrainiens sont kidnappés, les pauvres, par des néo-nazis. Il faudrait quand même qu'ils reviennent dans le giron de leurs frères. À l'automne, il masse à nouveau des troupes. Et là, on a cette longue montée de l'angoisse dans lesquelles les renseignements américains préviennent qu'il va sans doute y avoir une invasion, et puis des dirigeants européens qui tergiversent, qui veulent négocier, etc. Et donc, en fait, je crois que ce qui se passe aujourd'hui est au moins le fruit d'un an de préparation. Donc, mon interprétation, alors elle est peut-être fausse parce que je pense que les historiens le diront d'ici quelques années, je crois que Vladimir Poutine ne peut pas vivre sans donner l'impression à son peuple et montrer au monde qu'il écrit une page de l'histoire de la Russie post-soviétique et qu'il a besoin de cette grande confrontation avec l'Occident. Il prépare son peuple depuis des années en militarisant, par exemple, l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, en Russie, est complètement militarisée. C'est-à-dire qu'on habitue les enfants à la grande confrontation avec l'Occident. Les médias, tous les jours, déversent l'idée d'une troisième guerre mondiale. Et je crois que Vladimir Poutine, malgré tout, même s'il aurait pu choisir d'autres options, a préparé cette montée vers la guerre. Nous sommes arrivés à la dernière séquence de notre émission, la séquence des brefs, et je voudrais commencer par recommander évidemment la lecture de votre livre, Michel Elchaninov, Dans la tête de Vladimir Poutine, dans sa version actualisée, qui sera tout à fait en librairie le 1er avril. Oui, même avant. Un peu avant. Bon, alors donc, qui est déjà en librairie. Puis alors du coup, j'en profite pour signaler que votre Dans la tête de Vladimir Poutine a été à l'origine d'une collection, Dans la tête 2, aux éditions Actes Sud,
Collection qui s'intéresse à des personnages aussi différents que le pape François ou Mark Zuckerberg, en passant par Xi Jinping ou Bachar el-Assad. Et puis je voudrais aussi recommander le livre de notre ami Richard Verly, La France contre elle-même, paru aux éditions Grasset. On connaît le sens et le goût du reportage de celui que la ministre de la Culture désignait récemment comme le plus suisse des journalistes français et le plus français des journalistes suisses. Le fil conducteur de son livre est un parcours de la France d'aujourd'hui en suivant l'ancienne ligne de démarcation, celle qui a créé une frontière intérieure entre juin 40 et novembre 42. Ce livre, cette traversée d'une douzaine de départements, est une découverte des permanences d'un pays que Richard Verly retrouve d'une époque à l'autre. Il le retrouve bureaucratique, courageux, inventif et apeuré, pour reprendre ses propres termes, profondément adepte du système D pour les conduites les plus égoïstes comme pour les comportements les plus solidaires, dans un mélange éternel et, je crains pour un Suisse, horripilant, de crainte révérentielle de l'administration et de débrouillardise pour en contourner les règlements. Des ressemblances entre les deux périodes historiques que Richard Verly explore, il tire une conclusion sévère et amicale, pour reprendre aussi ces termes, celle que, malgré notre goût immarcessible pour la phraséologie de rupture, pour la centralisation maudite par tous, mais pratiquée comme un recours ultime par chacun, et l'incapacité à bâtir des compromis, ce qui lie les Français, écrit Richard Verly, ce qui lie les Français entre eux est plus important que ce qui les sépare. Béatrice Gibelin. Ce qui va aller dans le sens de cette dernière phrase, c'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Autrement, 50 cartes à voir avant d'aller voter, d'Aurélien Delpirou et de Frédéric Gilly. Et c'est un petit atlas très, très, très bien fait. J'aurais aimé le faire d'ailleurs, sur cette idée, une question, une carte, une réponse. Et ils vont de façon assez percutante, à l'inverse d'un certain nombre de discours et de représentations constantes sur les fractures, sur l'archipel, sur les divisions. C'est pas du tout un ouvrage bisounours, hein, c'est absolument pas ça. Mais c'est un travail précis, très éclairant, qui permet effectivement de sortir de ce discours décliniste dans lequel il y a une certaine complaisance à s'épancher de sang. Véritablement, c'est un ouvrage très bien fait et qui permet en fait de s'approprier les faits, de comprendre les enjeux et de se faire sa propre idée sur ce qu'on peut décider de choisir. Donc, une question, une carte, une réponse, 50 cartes avant d'aller voter. Michaëla Wiegel. Jean-Louis vient de la citer. Isabelle Acer n'a pas seulement fait un excellent article dans le Figaro, mais elle a aussi écrit un excellent livre sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron, le disrupteur. Pardon, je ne savais pas que Jean-Louis l'avait déjà. Encore une fois, je répète ce mantra indéfiniment, mais chacun parle des livres qu'il a lus, et si quelqu'un d'autre les a lus aussi, où elle décortique la méthode Macron, et ce qui est fascinant jusqu'à cet épisode où il va en plein Assemblée générale des Nations Unies aller retrouver l'Iranien dans sa chambre d'hôtel en pyjama en pensant qu'il pouvait vraiment changer le cours du monde. Et bien sûr, elle n'a pas encore pu intégrer ce qui s'est passé avec le récent voyage du président Macron à Moscou juste avant la guerre, mais on voit bien que il avait quand même essayé de changer le cours du monde à travers l'action personnelle, et je recommande donc fortement de se plonger dans les différents épisodes au Liban et ailleurs. Merci. Jean-Louis Bourlanges. Voilà, moi je savais pas, parce qu'en général, quand on a un invité, on n'a pas de brève, donc je savais pas qu'il y avait une brève. Donc je vais me transformer en Monsieur Petite Blague. Je vais vous raconter 2 blagues. La première, c'est Poutine qui, saisi d'angoisse, demande au patriarche « Mais est-ce que tu es sûr que Dieu existe ?» Et le patriarche répond « J'espère bien que non. »
Extraordinaire. Et la seconde histoire, qui est très optimiste, celle-là, c'est Poutine meurt d'une crise cardiaque, il est donc en enfer. Évidemment, comment serait-il ailleurs qu'en enfer? Mais l'enfer, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a des permissions, et au bout de 20 ans, on le laisse sortir quelques jours. Alors, il arrive à Moscou, et il sait rien. En enfer, c'est coupé, la communication. Et il rentre dans un bistrot, et il dit, alors, mettez-moi au courant, le Donbass, on l'a? Ah oui, on l'a. Ah, c'est bien, ça. Et la Crimée. Ah oui, on l'a, la Crimée, on l'a. Odessa, mais oui, Odessa. Et Kiev. Oui, on a Kiev aussi. Alors, Poutine est absolument transporté, ravi. Il dit, écoutez, on va fêter ça. Je vous paye 1 verre de champagne, 2 verres de champagne. Combien je vous dois? Simplement 10 €. Michel Elchenilov. Un livre écrit par l'historienne Galia Ackerman il y a quelques années qui s'appelle Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle. C'est une analyse justement de la militarisation de la société russe depuis quelques années, notamment à travers ces grands défilés organisés depuis, je crois, 2015, le 9 mai, donc le jour de la victoire contre le nazisme, où les Russes sont appelés à marcher massivement avec porter le portrait d'un de leurs ancêtres qui est mort à la guerre. Et Vladimir Poutine était toujours au premier rang, et il a essayé justement de faire de cette Seconde Guerre mondiale finalement le grand lieu de mémoire nationale, mais en même temps d'en profiter pour profondément préparer la Russie à la prochaine guerre. Et Galia Ackerman, je dois dire, il faut lui rendre hommage parce qu'elle a annoncer ce qui allait se passer. Malheureusement, depuis des années, elle nous prévient de l'imminence de cette grande confrontation avec l'Occident que veut Vladimir Poutine. Donc, Le Régiment Immortel de Galia Ackerman aux éditions Premier Parallèle. Merci à tous. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va mettre en ligne son compte-rendu analytique, son compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille à nos plateformes, Adrien Beccaria qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville qui l'a produit pour Nouvelles Écoutes. Et je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à l'École Alsacienne. Vous pouvez vous inscrire sur notre site et puis mercredi pour notre second BADA d'entretien avec Marie-Jeanne de Saint-Pulgent sur la Fondation des Treilles.